Amazon met donc la main pour 11,6 milliards de dollars sur Globalstar pour rattraper qui? Starlink dans les communications Internet par satellite. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde, éditorialiste économique, mais vous serez toujours au Monde pour nous, c'est comme ça, pour les fidèles lecteurs. Philippe, en avalant Globalstar, est-ce que Amazon est en train de lancer ou de relancer la bataille stratégique de l'espace face à Starlink d'Elon Musk, qui pour l'instant est largement, mais largement devant? Oui, oui, tout à fait. On peut effectivement le dire comme ça. C'est les deux géants. Alors évidemment, Starlink d'un côté et puis Amazon de l'autre. Et puis derrière, évidemment, les deux personnages emblématiques, hein, Elon Musk et Jeff Bezos. Alors c'est effectivement important. Amazon est, vous l'avez dit, très en retard par rapport à Elon Musk sur l'implantation de satellites dans l'espace. Hein. Alors là, on parle de ce qu'on appelle l'orbite basse, c'est-à-dire des satellites qui sont entre 200 et 500 km et qui permettent de faire de la transmission rapide de données Internet. Euh, Elon Musk, Starlink a près de 10 000 satellites autour de la Terre, donc ça fait une quantité formidable. Et puis, d'un autre côté, évidemment, Amazon, lui, c'est quelques centaines de satellites. Il en vise 7 000, mais pour l'instant, il est très en retard. Il a même demandé une rallonge, d'ailleurs, de sa licence pour opérer auprès des autorités américaines parce qu'il n'arrivait pas, à lancer suffisamment de satellites. Alors là, avec le rachat de Globalstar, hein, c'est quand même près de 12 milliards de dollars, donc c'est un des plus gros achats qu'a fait Amazon dans son histoire, et ça va lui permettre notamment, et surtout d'ailleurs, d'avoir des licences qui vont lui permettre de faire directement de la communication vers des téléphones mobiles ou évidemment vers des appareils des décodeurs de haut débit et tout ça pour essayer de repartir dans la course. Alors ça remplacera pas évidemment les satellites qu'il devra lancer. Il a un programme, il en vise effectivement 7 000 à terme, mais cette année, il espère effectivement en avoir à peu près un millier. Hein. Donc ça va lancer le processus, mais disons que ce qui lui manquait, et d'ailleurs qui manque aussi à Starlink, qui a également fait des très gros achats dans ce domaine, ce sont des licences hein, du spectre radioélectrique à la fois terrestre et puis qui autorise à faire de la communication téléphonique et de data entre l'espace et la Terre. Et mine de rien, ces licences, elles sont rares et donc elles sont, puisque c'est des bouts du spectre audio, et elles sont donc très chères. Hein. Starlink a payé 20 milliards, par exemple, à EchoStar pour obtenir de telles licences. Donc Amazon se remet un peu dans la course grâce à cet achat. Il lui reste évidemment à aller beaucoup plus loin maintenant en matière notamment de lancement satellite, hein, parce que finalement, vous savez que Amazon et Bezos, ils sont structurés un petit peu différemment évidemment que Elon Musk. Mais il y a d'un côté les fusées, c'est ce qu'on appelle le Blue Origin, donc c'est le lanceur, et puis de l'autre côté, il y a ce qu'il a rebaptisé Amazon Leo, et qui sera l'offreur de services, un peu à l'image d'un opérateur télécom. Et d'ailleurs, c'est un sujet aussi pour les opérateurs télécoms, parce que Starlink, qui lui est lancé par les fusées SpaceX, hein, eh bien, les satellites de Starlink, ils délivrent un service qui ressemble de plus en plus à un service d'opérateur télécom. Et c'est exactement ce que veut faire Amazon son nouveau service. Donc Amazon Et accélère. Donc Amazon accélère sur ce marché des télécoms spatiales. On parle de l'Internet spatial. C'est ça le sujet, parce que j'ai vu que c'est un marché, l'Internet spatial, qui devrait atteindre 200 milliards de dollars dans les années à venir. Donc c'est énorme.
Oui, oui, alors effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on appelle l'Internet spatial. Et il y a ce qui existe actuellement, c'est-à-dire que Starlink fournit des services d'Internet haut débit sur Terre. Alors, on a évidemment les exemples emblématiques de ce qui se passe en Ukraine, par exemple, dans la guerre entre les Ukrainiens et les Russes, mais le service de Starlink, il est accessible partout, y compris en France, hein. Maintenant, il y a un abonnement à 30 euros qui vous permet d'avoir de l'Internet rapide chez vous avec une minuscule antenne. Et donc, c'est ce service-là qui est en jeu. Et puis derrière, c'est aussi un autre service qui sera carrément sur les téléphones mobiles. Et donc, il y a ce nouveau pari à la fois de Starlink et aujourd'hui d'Amazon, quelque part, de remplacer un peu les opérateurs téléphoniques en fournissant de l'Internet. Et là, effectivement, il est encore extrêmement en avance. Elon Musk était extrêmement en avance. Mais l'Internet spatial, ça va un peu au-delà aussi, puisque vous savez que Elon Musk, qui ne manque pas de rêves grandioses, promet d'avoir 1 million de satellites autour de la Terre. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ces 1 million de satellites? Il entend faire des data centers pour faire de l'Internet rapide, mais envoyé depuis l'espace. Et pourquoi? Parce que dans l'espace, l'énergie coûte moins cher, parce que c'est l'énergie solaire, on l'a tout le temps, et donc ça éviterait les gros problèmes qu'ont tous ces gens qui sont aujourd'hui dans la bataille de l'intelligence artificielle, d'avoir des capacités de calcul considérables et qui demandent des quantités d'énergie électrique colossales, hein. L'Agence internationale de l'énergie estime par exemple que d'ici quelques années, il faudra l'équivalent de la consommation électrique du Japon pour fournir les data centers qui vont travailler, et notamment du fait du gros appétit de l'intelligence artificielle. Donc c'est toute cette bataille de l'espace dans laquelle, effectivement, on retrouve nos deux ennemis. Est-ce qu'Amazon peut rattraper, pardon, elle est simple la question, est-ce qu'Amazon peut rattraper SpaceX? Encore une fois, les chiffres sont, vous disiez, 10 000 satellites d'un côté pour Starlink, 9 millions de clients avec un objectif d'1 million de satellites. À côté, il y en a beaucoup moins côté Amazon. Est-ce que le match est plié ou est-ce que le match est relancé au contraire? Alors ça, c'est difficile de le prévoir, mais on peut dire que le match est quand même relancé. Alors ce matin, Jeff Bezos a posté sur X juste une petite image de tortue. L'idée, c'était de dire, eh bien, pas la peine de partir trop vite. Moi, je suis comme la tortue de la fable, je vais lentement, mais je saurai aller loin. Pour l'instant, il faut quand même pas oublier que les moyens de Jeff Bezos sont considérables. C'est à peu près le seul acteur mondial qui a des moyens comparables à ceux de Elon Musk. Faut pas oublier non plus qu'ils sont tous les deux en compétition pour fabriquer un module lunaire qui va permettre de poser des Américains sur la Lune. Et on ne sait pas qui va gagner. Donc ils savent envoyer des fusées, ils l'ont déjà fait. Donc c'est à peu près les seuls à pouvoir le faire. Est-ce que c'est absolument rattrapable? En matière de technologie, rien n'est jamais acquis. C'est-à-dire que la puissance d'Elon Musk, on l'a vu par exemple dans ces voitures électriques, hein, la puissance à un instant donné n'est pas forcément, évidemment, celle de demain. Donc, non, l'avenir n'est pas du tout écrit. L'ambition d'Elon Musk de faire des data centers dans l'espace est jugée totalement aberrant, y compris par des gros acteurs de l'intelligence artificielle. Donc les jeux ne sont pas faits. Mais Elon Musk, effectivement, il est le seul, mais il est le seul sur un marché qui est totalement balbutiant, hein. Il faut voir que, en dépit de son nombre d'abonnés, ça n'a rien à voir avec le marché global de l'accès à Internet, qui lui est considérable et qui est aux mains des opérateurs téléphoniques. Donc là, la bagarre, en fait, on a l'impression qu'elle est entre Elon Musk et Jeff Bezos, mais en réalité, elle est entre ces deux-là, qui sont des acteurs de l'Internet, et tout le monde des télécoms, des opérateurs traditionnels, qui, eux, pour l'instant, ont l'essentiel du marché. En 30 secondes, opérateurs télécoms, dont certains sont européens, dans cette guerre de l'espace, est-ce que l'Europe a encore une carte à jouer ou est-ce qu'on est largué?
Ben oui, alors ça c'est la grande question. Elle essaye. En 2023, Eutelsat, qui est l'opérateur à majorité française, euh, qui fait de lui plutôt de l'orbite haute, donc avec des temps de latence importants, mais qui fait de la communication par Internet, eh bien il a racheté une société qui s'appelle OneWeb, britannique, plutôt britannique, et cette société, elle a elle-même, effectivement, alors de son côté, des licences et puis, une constellation, 600 satellites en orbite basse, et donc elle va pouvoir effectivement jouer son jeu. Mais on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur ni de Starlink avec Elon Musk, ni évidemment d'Amazon. Mais en revanche, elle peut jouer son rôle et récemment, par exemple, CMA-CGM, les armateurs, ont commandé, ont indiqué qu'ils essayaient ils sont pour l'instant clients de Starlink et qu'ils essayaient effectivement de passer avec Eutelsat. En tout cas, ils essayent de passer avec Eutelsat pour fournir, pour avoir un service européen. Donc il y a un gros enjeu de souveraineté qui se joue et effectivement, les Européens partent, mais avec de petits moyens. Voilà, donc c'est pas gagné, mais c'est pas perdu non plus. Il va falloir accélérer un petit peu. D'ailleurs, tiens, on l'a reçu, Jean-François Fallacher, le patron d'Eutelsat, il y a quelques mois. Je vous invite à retrouver le patron d'Eutelsat, cet entretien dans Ecorama. Merci beaucoup, Philippe Escande, éditorialiste économique. Merci pour ces explications. Bye. Merci David.